Ici la voix de Benjamin Vincent, vendredi 20 juin 2025. Bonjour, bienvenue dans ce 47e numéro des Voix de la Tech. Les Voix de la Tech, le nouveau podcast tech de référence. Chaque vendredi, c'est l'actu tech décrypté par les voix qui la font. Retour au format hebdo après la folle semaine de Vivatech et les 4 épisodes quotidiens que je vous ai proposés pour accompagner ces 4 jours du 11 au 15 juin. Ils ont permis à Viva Technologies d'établir un nouveau record de fréquentation avec plus de 180 000 visiteurs. Dans la deuxième partie de cet épisode, vous allez découvrir un projet fabuleux, un projet porté par Evan Kervella, fondateur et CEO de Chipiron, qui est en train d'inventer la nouvelle génération d'IRM, ces machines indispensables au diagnostic médical. Fini les IRM à plusieurs millions d'euros et de plusieurs tonnes qui coûtent une fortune en énergie et qui nécessitent souvent qu'on construise l'hôpital ou la clinique autour d'elles. Evan Kervella rêve d'installer ces IRM un peu partout et de révolutionner le système malgré un certain nombre de réticences et de lobbies, en s'appuyant notamment sur des capteurs quantiques, une véritable aventure démarrée en 2021 qui a valu à Chipiron d'être sacré par TechCrunch Innovation de l'année à Vivatech la semaine dernière. Pour démarrer, je vous propose de rencontrer un autre visionnaire, une autre voix qui mérite de prendre le temps, celle d'Aurélien Hérault, directeur de l'innovation chez Deezer, la plateforme française de streaming musical à la pointe dans le positionnement face au déferlement de morceaux générés à 100% par l'IA. Désormais plus de 20 000 titres par jour. L'enjeu, c'est d'éviter la saturation et de ne pas perdre de vue l'intérêt de l'IA dans le processus créatif. Deezer qui donne l'exemple et qui montre la voie à Apple et Spotify notamment, c'est dans une minute. Juste le temps de vous rappeler de vous abonner aux Voix de la Tech sur toutes les grandes plateformes de podcast, dont Deezer. Vous aurez notamment accès à toutes les archives, les 46 épisodes précédents, avec entre autres Eric Serra, Clara Chapas, Thierry Frémaux ou encore Tristan Nitto. Et puis si vous voulez profiter des interviews dans leur totalité, abonnez-vous à la version intégrale, cette fois des Voix de la Tech, uniquement sur Apple Podcast et Spotify, avec pour certains épisodes près d'1 heure d'interviews supplémentaires chaque semaine. Dans un instant, la musique, l'IA, le grand défi de Deezer et des plateformes de streaming musical avec Aurélien Hérault. Aurélien Hérault, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation dans les Voix de la Tech cette semaine. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Vous êtes le directeur de l'innovation chez Deezer. Vous en êtes aussi l'un des membres fondateurs, puisque vous êtes chez Deezer depuis plus de 17 ans. Oui. Après avoir passé notamment quelques années à l'école des Gobelins, Deezer, plateforme française créée, si je ne m'abuse, le 22 août 2007. Exactement. Enfin, c'est même une continuité du projet Blog Music qui a été fondé par Daniel Marelli. Absolument. Alors, on reviendra peut-être sur l'histoire du tout début, mais on va commencer par le plus récent. Et le plus récent, c'était la semaine dernière, pendant Vivatech. Vous avez annoncé la création d'un laboratoire commun baptisé Mixtapes avec le CNRS et l'École des hautes études en sciences sociales. C'est presque étonnant d'apprendre que vous travaillez ensemble. Or, ça fait, je crois, presque 10 ans. Ça fait un peu plus de 10 ans, d'ailleurs. C'est un petit peu ce qui nous a aussi motivés à monter notre laboratoire de recherche et la collaboration qu'il peut y avoir avec les différents laboratoires. Des acteurs comme Deezer ont besoin de chercheurs puisqu'ils ont besoin d'inventer leur technologie. Notamment moi qui est là depuis le début, on a été confronté à des challenges technologiques où simplement il n'y avait pas de solution commerciale, pas de solution open source. Donc il a fallu faire de la recherche, innover. Pensez à quoi par exemple ? J'ai pensé à l'exploitation des métadonnées et du catalogue, notamment dans les années 2010, où on avait
un catalogue de musique très éparse en termes de métadonnées qu'il fallait uniformiser pour pouvoir faire de la recommandation, etc. Et il n'y avait pas de solution de marché à l'époque. Mhm. Il y avait des solutions privées, puisqu'il y avait des entreprises comme Google, comme Yahoo, qui avaient leurs solutions d'indexation et qui géraient très bien tout ça dans un objectif de moteur de recherche. Mais nous, pour notre exploitation, ça n'existait pas. Donc on a commencé à développer notre prompt fingerprinting, par exemple, notre Shazam-like, qui nous a permis de gérer mieux le catalogue. Et puis se sont accumulés différents projets. Et l'avantage pour une société privée de faire un partenariat avec les organismes publics, c'est que les organismes publics ont besoin de données et nous, on a besoin de chercheurs. Donc finalement, on se retrouve sur des sujets communs Ouais. qui bénéficient à la fois à la recherche et à la connaissance ouverte, et nous, à développer un meilleur produit. Alors, autant le CNRS, on voit le lien assez direct, autant l'école des hautes études en sciences sociales. Eh bien oui, il faut aussi comprendre les interactions que les gens ont avec la musique, parce qu'il y a la partie technique, la partie donnée qui est très avancée, où il y a beaucoup de littérature, et finalement, je pense que c'est un des domaines, la tech, qui a eu le plus d'accès à la donnée. Mm. Pour ce qui concerne des sciences sociales, c'est un peu plus éloigné, mais finalement, il y a une intersection entre les fonctionnalités, leurs usages, comment on perçoit, comment on consomme la musique, comment les catalogues s'exportent. Et tout ça, nous, de le savoir, ça permet d'inventer, d'imaginer des nouvelles fonctionnalités, de corriger des biais qu'on pourrait Mm. avoir dans nos algorithmes, parce que c'est toujours bien aussi de savoir nos forces et nos faiblesses pour pouvoir les améliorer. Et ces collaborations, ça nous permet justement d'adresser ces sujets. Bon, on comprend tout de suite que vous êtes beaucoup plus qu'un catalogue de musique qu'on peut écouter en ligne. Tout à fait. Je pense qu'on a la chance d'être un des gros acteurs tech en France et en Europe, euh, qui avons l'accès à un catalogue de musique, des données qui sont uniques, et de pouvoir ouvrir tout ça au monde universitaire, à la recherche, et en faire bénéficier le plus au monde. On a tout intérêt, et j'ai envie de prendre l'exemple de l'open source. D'ouvrir son code source, d'ouvrir son logiciel permet aussi de l'améliorer beaucoup plus vite et d'aller beaucoup plus loin. Alors justement, qu'est-ce que représente Deezer en cette mi-2025 sur le marché du streaming musical et audio en France et aussi à l'échelle mondiale? À l'échelle mondiale, on reste le deuxième acteur indépendant, c'est-à-dire qu'on n'est pas adossé à une boîte, une big tech par exemple. On a des marchés principaux comme la France, comme le Brésil. On se développe aussi gentiment sur d'autres marchés avec des partenariats B2B. Donc on reste un partenaire et un acteur majeur dans le streaming musical aujourd'hui. Et par exemple, par rapport aux autres, Apple, Spotify, vous êtes encore derrière? Bien sûr, on Hmm. reste un des plus petits acteurs aujourd'hui. Malgré tout, par rapport au landscape global des acteurs, on reste bien positionné. Ouais. Votre concurrent numéro un aujourd'hui, pour vous, c'est qui? Notre concurrent, bah, c'est tous les autres services de streaming aujourd'hui, même si aujourd'hui on essaye de se différencier aussi par notre façon de faire, nos valeurs, euh, l'axe qu'on prend, notamment qu'on a pris avec l'AI Detection, où on est On va en des reparler, geeks et ouais, bien sûr. on adore toutes ces technologies, mais d'un autre côté, on a pris un positionnement un petit peu différent. Ouais, justement, on va évidemment en reparler tout de suite, mais ma question sur le concurrent numéro un, elle était un peu, j'avais une idée derrière la tête. En fait, est-ce que votre concurrent numéro un aujourd'hui, c'est pas Sono ou Duo? Non, je pense qu'en fait, vraiment, c'est des modèles économiques différents. Alors Hmm. peut-être que ça le deviendra dans le futur parce qu'il y aura une vocation pour cette plateforme à devenir des plateformes de streaming et de fournir en plus de la partie création, la partie distribution. Aujourd'hui, je pense que leur positionnement, c'est vraiment axé sur la création, et je pense qu'ils s'en fichent un petit peu aujourd'hui si c'est distribué ou pas. Hmm. C'est vraiment axé sur la création. Sachant que les 2 dernières années ont été clés pour eux. Les modèles ont vraiment beaucoup évolué, le temps de génération aussi. Donc aujourd'hui, non. Je repense enfin, j'essaye d'imaginer l'époque où vous étiez au Gobelin et où vous commenciez à vous intéresser sans doute à la musique. Est-ce que vous imaginiez
une quinzaine d'années plus tard dans votre carrière, traiter presque plus de sujets qui concernent l'IA que de musique elle-même en rejoignant Deezer et en étant au départ de Deezer? Très honnêtement, je pense qu'à cette époque-là, il faut remettre dans le contexte, il n'y avait pas d'iPhone, il n'y avait pas de smartphone. Mmh. Il n'y avait pas d'internet haut débit C'était juste avant, hein? démocratisé. Ouais, c'était juste avant. Donc, je pense que non, moi je me souviens déjà de mettre un catalogue de musique en ligne disponible à tout le monde. C'était déjà une prouesse technologique que pas beaucoup avaient réussi à l'époque. Bien C'était sûr. ça nos enjeux. Et une fois que cet enjeu-là a été résolu et clarifié avec les ayants droit, on s'est confronté à d'autres challenges technologiques qui étaient la recommandation algorithmique notamment. Parce que les gens arrivaient sur la plateforme et disaient c'est génial, on a accès à tout un catalogue qui n'existait pas, enfin qui existait mais qui n'était pas disponible, mais on ne sait plus quoi écouter. Donc notre premier challenge c'était de les aider à trouver la musique qu'ils aimaient. Donc on avait très peu anticipé euh, l'émergence de l'IA, même si on le suivait derrière. Et surtout qu'il y a eu un petit creux dans les années 2010, 2011, où on parlait beaucoup de neural network, mais beaucoup de chercheurs disaient bah ça marche, mais on ne sait pas trop comment. Donc il y avait peu de gens qui travaillaient sur le sujet finalement. Ouais. Vous évoquiez, les ayants droit. Je crois que vous avez été la première plateforme à signer un accord avec la SACEM, hein, ce qui est Mhm. évidemment une étape, hyper importante. Est-ce que vous diriez aujourd'hui, Aurélien, que vous êtes submergé par les morceaux générés par l'IA? Totalement. Après, ça date pas d'aujourd'hui. On voit clairement que depuis l'ouverture des plateformes libre distribution pour livrer sa musique, il commence à y avoir une augmentation et il y a un vrai changement de paradigme en 2015-2016 où là on voit vraiment une grosse augmentation du catalogue et ça ne va qu'en s'accélérant avec les moyens d'IA. En fait, aujourd'hui, on voit surtout une industrialisation de la submersion. C'est que ça devient tellement facile de générer un catalogue, et je parle même pas d'une musique, ça devient Mmh. facile de générer un catalogue entier, une discographie complète d'un artiste, que là on voit vraiment un impact majeur sur le catalogue. Ouais. Au mois d'avril, donc il y a 2 mois, vous parliez de 20 000 morceaux par jour qui Oui, arrivent, qui sont présentés sur Deezer. et c'est au bas mot. Ouais, ça a encore augmenté? On a mis en place le système en décembre, donc on a analysé le catalogue un petit peu rétroactivement et on voit que bah, ça augmente. En janvier, on a communiqué sur 10%. Ouais. En avril, 20%. Donc déjà, on voit sur le laps de temps l'augmentation. Donc il y a plusieurs facteurs. Un, je pense qu'il y a le déploiement et la démocratisation de ces outils comme Suno, Audio, et voilà, les médias en parlent. Donc forcément, il y a une adoption plus grande. Donc on voit qu'il y a un effet sur notre plateforme. Et il y a l'amélioration de nos modèles. On ajoute de plus en plus de nouveaux modèles génératifs. On détecte de plus en plus de modèles génératifs. Et oui, ça va en s'augmentant et je pense que ça risque de continuer. Ouais. Alors, vous disiez que ça a commencé avant 2015. Alors moi, je suis hyper étonné parce que pour moi, c'est un phénomène très récent. J'aurais dit 1 ou 2 ans. Vous dites ça fait plus de 10 ans, en fait? Oui, alors, en 2015, c'était pas de l'IA. Il y avait plusieurs types de contenus. Déjà, il y a les bruits sonores, les bruits de pluie, l'orage, des bruits d'aspirateur, de tondeuse. Donc des gens se sont, j'ai pas envie de dire amusés, mais ont mis à disposition ce type de catalogue. Donc déjà, ça représente, parce que c'était relativement facile à produire. Il y a aussi des premiers Et modèles c'est votre génératifs. vocation de distribuer des bruits de pluie? Bah, avant que ce soit notre vocation, faut le savoir. Faut savoir Mmh. qu'on agrège énormément de catalogues, que c'est pas, on ne sommes pas propriétaires du catalogue. Donc, c'est pour ça qu'on a une équipe R&D aussi qui met en place des analyseurs pour décrire le catalogue. Nous, une de nos missions, c'est de décrire le plus finement possible ce qu'il y a dans un catalogue musical. Ouais. Et c'est là où on découvre qu'il y a des bruits de pluie, qu'il y a du bruit blanc, qu'il y a des bruits de tondeuse, des bruits d'aspirateur, et qu'il y a des usages derrière aussi, hein. Si on le découvre, c'est qu'il y a aussi des usages. Et puis, il y a des modèles un peu plus génératifs, bas de gamme, j'aimerais dire, qui viennent de générateurs MIDI, etc. Ouais. Il y a aussi de l'usurpation de track, c'est-à-dire je prends la track de quelqu'un, je l'appelle autrement et je la relivre. Donc il y a tous ces phénomènes-là
contribue à l'expansion des catalogues. C'est pour ça que nous, on met en place tout un tas de systèmes pour décrire ce qu'il y a dans notre catalogue. Alors au mois de janvier, vous avez lancé donc un outil qui détecte les morceaux créés à partir d'un prompt, hein, si j'ai bien compris, donc Oui, créés complètement à partir oui. d'une IA générative, c'est ça? Alors pour éviter les ambiguïtés, on a décidé de se concentrer sur les morceaux qui ont été 100% générés par IA sans autre altération. C'est-à-dire je prompte, je livre. Voilà. Et Comment ça, vous pouvez être sûr que un morceau créé comme ça au départ n'a pas quand même subi des modifications humaines? parce que c'est déjà une des limites de nos systèmes qu'on a publiés. Hein. Ouais. Nos premiers travaux, ça a été déjà d'étudier les systèmes de détection d'audio génératif et de voir les limites. Déjà, on voit que en modifiant l'audio à travers des logiciels de mixage, ça enlève certaines propriétés du morceau génératif. Nous, on s'est concentré sur les morceaux 100% générés par IA. Pourquoi? Parce que c'est des stats et derrière, ça laisse des traces mathématiques dans le signal. Et ça, on peut les détecter. Qu'est-ce que ça a changé, la mise en place de cet outil, donc il y a 5 mois? Alors pour le produit, on a modifié notre façon de faire, notamment pour la recommandation. Ça a été une discussion en interne déjà. Quel positionnement on prend vis-à-vis de l'IA générative? Oui. Pourquoi? Parce que il y a deux facettes. Nous, on utilise l'IA aussi pour faire de la recommandation, générer des playlists à partir de prompts. Je pense que c'est un formidable outil pour la création. La première chose, c'est quelle est la problématique vis-à-vis de l'IA. Et notre problématique, c'est même pas l'IA, c'est la saturation du catalogue. On nous livre énormément de morceaux. Notamment, on étudie l'usage de ces morceaux et on voit qu'ils sont utilisés dans des phénomènes de stream manipulation, de la fraude. Donc, essayer de capturer de la valeur à des artistes. Et c'est ça que nous, on veut combattre. Expliquez-moi ça. C'est quoi la stream manipulation? Je livre un catalogue. Derrière, je vais payer des bots qui vont générer des streams. Ces streams vont amener... faussement lire les... Exactement. Et ça, c'est notre problématique, c'est de ne pas favoriser les outils qui permettent ce type de comportement. Et notamment le spam, on l'a vu hein, et on l'étudie toujours, contribue fortement à ce type de comportement. Mais ça veut dire que du coup, votre politique à l'entrée, à l'arrivée de ces morceaux générés à 100% par une IA, c'est quoi? C'est de les bloquer ou c'est d'en faire autre chose? Avant d'avoir une politique de blocage, etc., on est en faveur de comprendre le phénomène. Donc on laisse ce contenu. La seule chose qu'on a pris comme décision, c'est de l'enlever de la recommandation. C'est-à-dire de ne pas favoriser ce type de contenu, de ne pas amplifier ce type d'usage. Donc à moins de le chercher, on ne le trouve pas. Exactement. On a pris part de se dire que dans la recommandation algorithmique ou éditoriale, on allait promouvoir des artistes humains, entre guillemets, plutôt que des morceaux générés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aurait pas qui fonctionnent. Il y a eu quelques cartons, notamment qui viennent des réseaux sociaux. Et c'est pour ça qu'on les a laissés sur notre plateforme, parce que si les gens veulent les écouter, c'est libre à eux de le faire. Nous, notre vrai positionnement, c'est de se dire que ça contribue à la fraude, et ça, on doit le combattre. Et deux, c'est aussi de partager ces données à l'ensemble des ayants droit, de l'industrie, des acteurs, parce que ce n'est pas un problème d'ISA. On a tous le même catalogue, le phénomène, il se retrouve partout, et on veut ouvrir le débat. Moi, ça fait plusieurs années que je participe à des panels où beaucoup d'ayants droit parlent de l'arrivée de l'IA, de la menace de l'IA. Aujourd'hui, de fournir des données factuelles et concrètes, quel est le phénomène dans un catalogue musical des DSP. Voilà. On fait le suivi, on partage les données, on ouvre la discussion. DSP, c'est quoi? Digital Service Provider. Ok, on est d'accord. Donc, on commence à comprendre que vous avez quand même un positionnement bien précis et en fait, on pourrait s'en étonner, qui est assez unique dans l'industrie parce que finalement, la philosophie qui est la vôtre, on la retrouve chez aucun de vos concurrents. Pas plus chez Apple ou Amazon que chez Spotify qui est presque
sur un état d'esprit à l'inverse du vôtre, j'ai envie de dire, par rapport à la musique créée par l'IA. Oui, mais je pense que on est à un tournant où finalement on est libre de choisir notre destinée et finalement d'inventer une alternative, un modèle économique qui est différent, européen, où on a fait des choix vis-à-vis de promouvoir la culture et notamment la musique. Enfin, c'est un choix et c'est un positionnement. On le fait à la fois pour les ayants droit, mais on le fait aussi vis-à-vis des utilisateurs, en donnant plus de transparence, en redonnant la main sur les algos. Enfin, c'est ce qu'on a fait et c'est ce qu'on fait depuis quelques années en donnant plus de, de liberté à l'utilisateur de choisir ce qu'il y a dans les algos. C'est ce qu'on fait et j'ai envie de dire c'est dans la ligne aussi de Mixtape, d'ouvrir nos données parce qu'on pense que la transparence n'empêche pas de développer un bon produit et que finalement on pourrait accélérer les décisions, l'évolution du modèle économique en partageant ces données-là. Ouais. Le branding, hein, l'image de marque de Deezer a été complètement revue. Ça date de quoi, 2-3 ans? Oui. Hein, c'est ça? C'est ça. Est-ce que vous commencez à en sentir les effets? Oui, comme tout, pour ce qui... Après, je ne suis pas expert en marketing, mais comme tout... Non, mais votre sentiment à vous, en fait. Oui, le sentiment, c'est que ça met un positionnement différent, c'est plus identifiable. Après, ça prend du temps, mais on sent que ce rebranding, comme le fait qu'on ait beaucoup plus de prise de parole sur ce qu'on fait chez Deezer, de communiquer de plus en plus, je veux dire, a un impact aujourd'hui sur la perception et c'est d'ailleurs des feedbacks qu'on reçoit. Ah, vous avez changé, j'avais un compte chez Deezer, je suis revenu, ça a vraiment beaucoup changé. Donc oui, il y a un réel impact. Eh ben, merci beaucoup Aurélien Hérault, directeur de l'innovation chez Deezer. Merci d'avoir passé ce moment avec moi dans les voies de la tech. Merci à vous. Et à bientôt. À bientôt. Avant de rejoindre Evan Kervella, le fondateur et CEO de Chipiron, pour découvrir son IRM révolutionnaire, sacrée innovation de l'année à Vivatech, on va prolonger le plaisir de Viva Technologie 2025 encore un instant avec celle qui en fut l'une des stars, Fidjissimo, la française qui deviendra CEO d'OpenAI le 1er août prochain. Au lendemain de son intervention en visio à Vivatech, elle prenait à nouveau la parole, toujours en visio, mais cette fois lors de la cérémonie de remise des diplômes à HEC. 6500 diplômés des promotions 2025 ont écouté Fidjissimo, ex-HEC elle-même entre 2004 et 2008, où elle avait bénéficié d'une bourse. Elle, la fille et petite-fille de pêcheurs venus de Sète dans l'Hérault, d'abord en stage chez eBay avant de partir à la conquête de la Californie, d'abord chez Facebook, puis chez Instacart. Alors vous vous souvenez du Stay Hungry, Stay Foolish de Steve Jobs, c'était à Stanford il y a pile 20 ans. Truth be told, I never graduated from college. And this is the closest I've ever gotten to a college graduation. Today, I want to tell you 3 stories from my life. That's it. No big deal. Just 3 stories. The first story, you can't connect the dots looking forward. You can only connect them looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. You have to trust in something, your gut, destiny, life, karma, whatever. Because believing that the dots will connect down the road will give you the confidence to follow your heart, even when it leads you off the well-worn path, and that will make all the difference. My second story is about love and loss. I was lucky. We worked hard, and in 10 years, Apple had grown from just the 2 of us in a garage into a $2 billion company with over 4,000 employees. We just released our finest creation, the Macintosh, a year earlier, and I just turned 30. And then I got fired. How can you get fired from a company you started? I didn't see it then, but it turned out that getting fired from Apple was the best thing that could have ever happened to me. Sometimes life's going to hit you in the head with a brick. Don't lose faith. My third story is about death. Remembering that you are going to die is the best way I know to avoid the trap of thinking you have something to lose. Your time is limited, so don't waste it living someone else's life.
Stay hungry, stay foolish. And I have always wished that for myself. And now, as you graduate to begin anew, I wish that for you. Stay hungry, stay foolish. Thank you all very much. En un quart d'heure, la Française, considérée comme la femme la plus puissante de la Silicon Valley, a su se montrer tout aussi inspirante et moderne, tout en étant d'une grande humanité et d'une grande humilité. Fidjissimo. Esteemed faculty, dear guests, and the class of 2025, it's such an honor to be invited to celebrate what you've accomplished and send you off to begin your next chapter. I definitely would not be standing here today if I hadn't looked past some very real barriers and created my own story. I grew up in a small fishing town in the south of France. No one in my family had graduated from high school, let alone college, so I didn't fit in right away at HEC. I'll never forget my first day when everyone was talking about what their parents did, and I said my dad was a fisherman. One student looked at me and said, "No, not as a hobby. What does he do for a job?" There were many moments like that throughout my life where I could have accepted the odds against me. Why a fisherman's daughter wouldn't get into a top business school. Why someone with my defiantly French accent wouldn't succeed in the US. Why a woman who chooses Dior over hoodies wouldn't make it in tech. Why someone with a serious chronic illness couldn't make it to the top jobs. Or why a new CEO couldn't be the first one to take a company public after one of the longest IPO droughts in history. The list goes on. I can barely keep track of the number of people who seem to find it a great pastime to tell me what I wouldn't be able to achieve. But here is what they didn't understand, which made all the difference. I didn't believe them. See, my parents may not have had all the connections or business experience to open doors for me, but they instilled a powerful belief that with hard work and willpower, I could accomplish anything. You'd be surprised how few people put in the extra effort and push past the first no, even when it can change their lives. So focus your attention on creating opportunities, not dwelling on the obstacles. Stay open to the unexpected, because some of the best things in life come from the detours. Along the way, be bold enough to stand out, take risks, and go further than expected. The world needs your magic, so share it and help others do the same. Class of 2025, go out there, embrace this golden age, and create your masterpiece. Thank you very much. Fidji, autant vous dire que j'ai hâte de vous accueillir un jour dans les voies de la tech. Vous y êtes la bienvenue quand vous voulez. C'est une toute autre confession à laquelle se sont livrés avec le Wall Street Journal deux vice-présidents d'Apple, Craig Federighi et Greg Joswiak. Le premier est à la tête des systèmes d'exploitation et de toute la partie logicielle chez Apple. Le second pilote le marketing au niveau mondial. La semaine dernière, lors de la conférence mondiale annuelle des développeurs qu'Apple organisait à son siège de l'Apple Park en Californie, Tim Cook leur avait confié la mission presque impossible d'expliquer l'inexplicable, à savoir les promesses non tenues autour d'Apple Intelligence, le retard d'1 an pris notamment par le nouveau Siri, les démos qui ont donné l'impression après coup d'avoir été bidonnées. Johanna Stern, notre consoeur du Wall Street Journal, la seule à avoir pu obtenir une interview enregistrée, a donc mis les pieds dans le plat en les obligeant à s'expliquer. But there was a working version of this. This wasn't just vaporware. Oh, no, of course. No, we were filming real working software with a real large language model, with real semantic search. That's what you saw. Yeah, and there's this narrative out there that, it was demoware only. No, it was, again, something we thought, as Craig said, we'd actually ship by later in the year. And look, we don't want to disappoint customers. We never do. But it would have been more disappointing to ship something that didn't hit our quality standard, that had an error rate that we felt was unacceptable. So we made what we thought was the best decision. I'd make it again. So two parts of this that I want to unpack. I mean, one is that you marketed it.
though. You showed this. Yeah. How did that happen? Well, again, as Craig said, we thought we were going to deliver it by the end of the year. That was our plan. So in October, we had one round of that Bella Ramsey ad that showed one of the things that we could do with Apple Intelligence. We had a whole series of things, and this was one of them. We expected it, and there you go. Yeah, I think most of our marketing really, and I mean, I'm not the expert here, but was about Apple Intelligence. And we had, I don't know, 20 different capabilities of Apple Intelligence. And as I say, like even in what we were saying in the event, you'd swear in retrospect, if I'm to read what people write, that our entire event last year was about Siri. As I said, 4% of the minutes in our event last year were about the parts of Siri that we didn't deliver. The 96 other % of that event was about other things. And most of Apple Intelligence was about all sorts of powerful capabilities that we shipped. And so, yeah, we've been marketing Apple Intelligence a lot because we think both it's great now and it's a huge foundation for the future. If every time you hear us market Apple Intelligence, you hear in your mind chatbot, which of course we were 100% not thinking and saying that was what we thought Apple Intelligence was or what the future of our platform was, well then you're going to think this. But that in fact isn't what we were doing. There was a Bella Ramsey ad that was specifically about Siri, but you know, by and large, we've been marketing Apple Intelligence. Greg Joswiak et Craig Federighi, Apple avec Johanna Stern du Wall Street Journal. Et puis, un dernier mot pour accueillir un nouveau podcast dans la galaxie de ceux que je vous recommande. Son nom, Under the Hood Automotive Storytelling, un podcast en anglais imaginé par un Français, Stéphane Lagrelle, spécialiste du marketing dans le domaine de l'automobile et des équipementiers, puisqu'il a passé près de 15 ans à la tête du marketing européen chez Harman, branche automotive. Son premier invité, Franz Loyer, ex-CTO, autrement dit, ex-directeur technologique chez Faurecia, devenu Forvia. Plein de succès à Under the Hood, autrement dit, sous le capot. Evan Kervella, bonjour. Bonjour, salut Benjamin, ça va? Ouais, super, très heureux de t'accueillir dans les voies de la tech. Merci d'être au rendez-vous. Avec mon plus gros. Tu es le fondateur et le CEO de Chipiron. Alors, on le dit à la mexicaine ou à la française? À la française, bien sûr, donc c'est Chipiron. D'accord. Alors, Chipiron, tu es en train de créer la prochaine génération d'IRM, ces machines qui permettent d'obtenir des images à partir de la résonance magnétique nucléaire. Alors, la plupart d'entre nous avons déjà eu besoin et avons déjà profité de ce type d'engin. Je dis engin volontairement, on va y revenir. D'abord, cette notion du prix d'une machine IRM aujourd'hui, combien ça coûte dans le monde d'avant Chipiron, Evan Kervella? Alors, une IRM, le prix est décomposé en pas mal d'éléments. Le prix de la machine seule, c'est pas le plus cher. C'est environ, on dit, l'adage, c'est 1 million d'euros par Tesla. Le Tesla étant l'unité de mesure de l'intensité du champ magnétique de la machine. Mais grosso modo, aujourd'hui, on peut acheter une machine neuve aux alentours de entre 600 000 et 1 million d'euros à peu près. Ouais. Coûte très cher, ça va être le surcoût d'électricité que va engendrer l'utilisation d'une telle machine. On parle de plusieurs centaines de milliers d'euros par an. Ah oui. Et surtout, encore plus que ça, c'est l'installation de l'infrastructure qu'il faut déployer. Donc, l'installation d'une machine IRM, ça implique d'utiliser une grue, de casser les murs de l'hôpital, de reconstruire, de faire des travaux préalables de renforcement de la portance du sol. La machine étant tellement lourde par unité de surface au sol, il faut quoi le poids blinder de... la pièce. Oh, une machine IRM, c'est entre 5 et 15 tonnes. Ah ouais, on se rend pas compte. Sur une petite surface, sur quelques mètres carrés à peine. Donc voilà, le blindage magnétique de la pièce, reconstruire l'hôpital derrière. Il y a tous ces travaux-là qui sont engendrés. Et en plus, par-dessus tout ça, il y a une maintenance annuelle obligatoire qui est de l'ordre de entre 60 et 80 000 euros par an supplémentaire. Donc c'est cette addition de coûts qui font qu'à la fin, une machine IRM, c'est très cher. Et au-delà d'être très cher, c'est très compliqué à installer. Ouais. Alors, ton objectif avec Chipiron, c'est quoi? Alors, c'est de mettre de l'IRM partout. C'est pas du tout de remplacer les machines IRM à champ élevé. Je pense que c'est la modalité avec laquelle on rentrera le plus en synergie d'ailleurs. Alors, c'est quoi champ élevé pour les non-médecins? Ouais, bien sûr. Donc, les champs élevés, c'est les champs magnétiques élevés. On appelle ça champ élevé, champ faible, pour raccourcir un petit peu. Mais on parle bien du champ magnétique qui est utilisé. Voilà, tu le disais, une machine IRM, en fait, c'est IRM, ça veut dire imagerie par résonance magnétique. Donc, il faut bien faire résonner magnétiquement. Et pour ça, il faut utiliser un champ magnétique. Et en fait, une machine IRM, aujourd'hui, l'essentiel du hardware, c'est un gros aimant supraconducteur qui génère un champ magnétique très intense. L'ordre de grandeur, c'est le Tesla.
Voilà, c'est l'unité de mesure, entre 1,5 et 3 Tesla pour la plupart des machines cliniques. Et maintenant, il y a de plus en plus de centres qui s'équipent même en 7 Tesla. Et en France, on a créé la machine IRM clinique la plus puissante du monde à 11,7 Tesla à Neurospin. Donc ça, c'est pour les machines actuelles. Et nous, on fabrique des machines IRM qui sont à un champ magnétique environ 100 fois plus faible. Donc on est autour de la dizaine de millitesla, entre 1 et 10 millitesla, c'est là où nous, on se situe. Et pour donner un ordre d'idée aux gens qui nous écoutent, c'est à peu près le champ magnétique des aimants qu'on mettrait sur notre frigo. Vous savez, pour tenir les photos, là. Ah oui. Donc c'est vraiment... J'ai envie de te dire, c'est pas beaucoup. Oui, ben voilà, exactement, c'est pas beaucoup du tout. Donc nous, notre objectif, c'est, avec cette nouvelle génération de machines qui fonctionnent à champ faible, à champ magnétique faible, on retire les gros aimants supraconducteurs, le hardware compliqué, l'électricité, le blindage magnétique, enfin en gros tout ce qui est compliqué avec l'IRM, en travaillant à champ faible, on retire tous ces ennuis-là. Donc on se retrouve avec une modalité qui peut vraiment se déployer partout, se scaler, être utilisée en première intention, on peut drastiquement diminuer les coûts. Le problème, parce que c'est too good to be true, ça paraît trop beau pour être réel, la raison pour laquelle personne ne l'a fait avant nous, alors certains ont essayé, mais surtout que c'est très compliqué, parce qu'en fait, il y a vraiment un parallèle entre l'intensité du champ magnétique et l'IRM et la lumière et la caméra. Le plus il y a de lumière, la meilleure va être la résolution des photos, le plus de détails on va avoir. Le plus on est dans une pièce sombre, le plus compliqué ça va être de faire apparaître des détails à la photo. C'est pareil avec l'IRM. Donc plus on réduit le champ magnétique, plus c'est compliqué de faire des images de qualité derrière. Plus l'image est sombre, on peut le dire comme ça. Ouais, alors là, en l'occurrence, ça se traduit par des détails grossiers, le fait qu'un médecin puisse pas forcément prendre de décision diagnostique sur la base de l'image. Donc c'est en ce sens-là que c'est un problème physique qui est très compliqué, puisqu'il faut réussir à créer une machine qui, malgré un signal faible, arrive à faire de belles images, et on ne peut pas faire de magie. Donc il y a plusieurs stratégies. Nous, on en a une bien particulière, et notre objectif, c'est de faire une machine qui soit suffisamment bonne pour les cas d'usage qu'on aura identifiés. Si on y arrive, et on va y arriver, eh ben, on pourra mettre de l'IRM à des endroits pour faire des choses où aujourd'hui, soit on n'aurait pas eu d'imagerie médicale, soit on aurait eu un scanner et on se serait irradié, soit on aurait eu une écho qui en général ne sert pas à grand-chose, ou des rayons X, une radiographie standard qui ne sert pas à grand-chose, soit on aurait eu une IRM peut-être dans 3 mois, peut-être avec 150 € de suppléments facturés. Enfin voilà, c'est cet état des choses qu'on va venir changer. Alors, sans être spécialiste, j'ai quand même envie de te demander, c'est quoi la recette magique pour diminuer l'intensité et quand même avoir des images qui permettent à un médecin de prendre une décision? Ouais. Alors, donc déjà, c'est possible, et en fait, on se rend compte puisque au fil des dernières années, la qualité des images des IRM a drastiquement changé. Elle est devenue bien meilleure, alors que le champ magnétique de travail n'a pas bougé. En fait, la plupart des machines sont soit à 1,5, soit à 3 Tesla. Ça n'a pas beaucoup changé ces dernières années. Donc, en fait, il y a de la marge de manœuvre. Le champ n'explique pas tout. Le champ de travail, c'est un gros input, c'est une grosse variable d'entrée pour définir la qualité des images, mais ça ne fait pas tout. Nous, en l'occurrence, la manière dont on s'y prend, en fait, ce qui compte en bout de chaîne, c'est pas tant le signal qu'on utilise, c'est le ratio signal sur bruit. En gros, c'est quoi le signal qu'on arrive véritablement à restituer dans l'image. Nous, en fait, donc, on part avec la contrainte de travailler à un champ faible, et on doit développer des stratégies pour augmenter autant que possible le ratio signal sur bruit. Nous, il y a plusieurs piliers. Les 4 principaux, c'est petit 1 déjà, et c'est la raison pour laquelle on est le plus connu, c'est qu'on a remplacé les antennes actuelles qui mesurent le signal dans l'IRM. On les a transformés pour utiliser des capteurs quantiques à la place. Capteurs quantiques qui sont extrêmement sensibles et qui donc, même si le signal est très faible, il arrive à le capturer dans son entièreté et à l'amplifier. En fait, c'est une antenne / un amplificateur quantique qu'on a. Donc ça permet d'augmenter le signal, de le mesurer et de l'augmenter pour le faire arriver à des niveaux déjà qui sont plus élevés. Le problème, c'est que en augmentant, enfin notre capteur quantique, il augmente tout ce qui lui rentre en entrée. Donc il augmente le signal, mais aussi le bruit dans lequel le signal est noyé. Donc le deuxième pilier de la stratégie, c'est de réussir à retirer les différentes sources de bruit qui viennent perturber le signal. Donc il y en a plusieurs, elles sont identifiées. Une partie de ce bruit, il est filtré avec de l'électronique froide. Donc on a des filtres, on a des transformateurs, on a tout un tas de choses très très finement, avec une ingénierie très fine. C'est vraiment, pour le coup, c'est encore un ongoing process, alors que ça fait déjà 4 ans qu'on est en R&D à Chipiron, pour vraiment maîtriser cet aspect-là et être très performant sur le filtrage. On atteint déjà des performances qui sont tout à fait intéressantes. Donc on a vraiment ce filtrage froid. Après, on a une partie cryogénique dont le but est de refroidir autant que possible l'ensemble de la chaîne de détection, puisque l'agitation thermique est liée à la température du détecteur, est une source de bruit qui vient nous perturber.
Donc, on filtre, on refroidit. Ensuite, on a des systèmes actifs, de réduction active du bruit, un peu comme les écouteurs qui enlèvent le bruit autour. Ça ne fonctionne pas de la même manière, mais philosophiquement, c'est la même chose. Parce que le bruit acoustique et le bruit électromagnétique sont vraiment très différents. Donc du coup, nous, on a une partie du coup qui vise à retirer le bruit grâce à un système de compensation active. Et enfin, on a évidemment l'intelligence artificielle en bout de chaîne qui pilote la création des images pour le faire de la manière la plus intelligente possible et donc de pouvoir faire le plus de répétitions possible en un temps défini. C'est un peu technique, mais donc c'est ce qu'on appelle juste en fait la commande des pulse sequence et de la trajectoire de l'espace des cas qu'on définit avec de l'intelligence artificielle et bien sûr du post-traitement avec de l'IA aussi pour essayer d'améliorer la qualité des images une fois qu'elles ont été faites en retirant une partie du bruit sur l'image. Ça fonctionne aussi très bien. Donc avec l'ensemble de ces stratégies, on essaye de baisser au maximum le bruit pour que même s'il y a un signal faible, comme notre capteur quantique il est capable de l'amplifier, au final, ça fonctionne à peu près pareil. Bon, alors, il faut que je revienne quand même sur le capteur quantique. On dit que le quantique, c'est encore de la théorie. Vous avez déjà du quantique dans cette nouvelle génération d'IRM? Alors en général, en fait, il y a plusieurs grands domaines dans le quantique. En général, il y a la cryptographie quantique, il y a le calcul quantique et il y a le quantum sensing, donc les capteurs quantiques. C'est surtout les deux premiers qui sont, on va dire, moins matures. Les capteurs quantiques, c'est utilisé depuis très longtemps, il y en a tout un tas. Depuis les années 50, c'est assez bien maîtrisé. Ce qui est très compliqué, c'est de le mettre dans un produit, de le rendre stable, manipulable par n'importe qui, et durable dans le temps. Voilà, c'est plus ces soucis un peu d'industrialisation qui ne sont pas résolus véritablement sur les capteurs quantiques. En fait, ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien. Donc non, le quantum sensing, pour le coup, ce n'est pas de la science-fiction du tout. Ok. Bon, on comprend pourquoi ce que vous faites est assez révolutionnaire. Vous venez d'ailleurs d'être sacré innovation de l'année à Vivatech. Alors, une distinction qui a été attribuée par TechCrunch parmi 600 lauréats possibles. Bon, un prix comme ça, c'est pas forcément l'objectif de ce genre d'aventure dans laquelle vous vous êtes engagé, mais ça représente quoi de recevoir ce type de distinction dans un événement comme Vivatech? C'est hyper important, au contraire, pour des projets comme le nôtre, puisque, en fait, pour une raison bien particulière. Il y a plein de raisons pour lesquelles c'est intéressant, mais il y en a une en particulier, c'est que c'est pas simple d'avoir du leadership dans une boîte qui est loin du marché. Quand on fait de la R&D pendant longtemps, on n'a pas d'indicateur de marché clair que notre produit est un succès. Quand on pilote une boîte qui a un produit, qu'on fait des itérations, qu'on trouve son produit market fit, qu'on commence à faire un chiffre d'affaires, des bénéfices qui double, triple, quadruple, font x10 tous les ans, c'est facile en interne de garder le cap et d'expliquer qu'est-ce qui marche pas. Voilà, quand on n'a pas de signaux marché, parce que c'est essentiellement de la R&D, mais au rythme de la startup, parce qu'on n'est pas une spin-off, donc on a une boîte qui est fondamentalement deep tech, mais en fait, dans les mêmes conditions qu'une startup, puisqu'on lève des fonds de la même manière, on essaie d'accélérer de la même manière. Donc en fait, c'est un peu surprenant comme projet. Donc avoir ce genre de distinction, c'est une manière aussi d'expliquer à l'intérieur de la boîte que ce qu'on fait, c'est la bonne direction, que les gens y croient, qu'on est la bonne équipe, qu'on avance à la bonne vitesse, que moi, je suis la bonne personne aussi pour mener cette barque. Donc en fait, pour toutes ces raisons, ce genre de prix, c'est hyper important. Et après, évidemment, pour tout ce qu'on connaît, c'est de la brand awareness, donc c'est de l'image de marque de la boîte, qui est cruciale pour juste avoir de la reconnaissance, enfin être connu de la part de nos potentiels futurs utilisateurs, avoir recruté du talent, qui est une bataille continue, et pour, in fine aussi, avoir une attractivité auprès des investisseurs. C'est ce genre de choses qui contribuent petit à petit. Mais là où j'ai vu l'impact le plus direct, effectivement, c'est en interne pour, on va dire, réaligner les troupes. C'est bien, c'est super important, effectivement. Oui, parce que concrètement, vous êtes distingué avec le prix de l'innovation de l'année pour un produit qui, pour l'instant, n'existe pas. Enfin, Exactement. Oui, tout à fait. C'est fort. On essaye. Alors, j'ai commencé par le coût. Votre objectif, c'est que cette nouvelle génération d'IRM, celle sur laquelle vous travaillez, elle coûte combien par rapport aux machines d'aujourd'hui? Alors donc ça, cette question, c'est une stratégie à part entière parce que le pricing n'est pas que rationnel. Il y a aussi, en fonction de comment est-ce qu'on se positionne, voilà, diviser le prix par 2 veut pas dire qu'on va vendre 2 fois plus de produits, voilà.
En termes de coût, en fait, surtout ce qui est intéressant par rapport au coût d'ownership, le coût total d'acquisition de notre machine, c'est qu'il n'y a pas d'installation d'architecture, enfin, il n'y a pas d'infrastructure à modifier. Notre machine ne nécessite rien en termes d'installation. La maintenance annuelle sera beaucoup moins chère, le surcoût d'électricité inexistant. À partir de là, déjà, on a plus que divisé le prix par 2 par rapport à une machine IRM classique. Maintenant, on ne va pas en rester là, puisque nous, on pense foncièrement, ce en quoi on croit, c'est au déploiement. Déjà, la mission de la boîte, c'est aussi d'augmenter significativement le nombre d'IRM réalisés dans le monde. Donc, il faut qu'on se déploie beaucoup pour rendre ça réel. Donc, on n'a pas vocation à la pricer le plus cher possible, la machine. Et en fait, en tournant donc, je pourrais répondre à la question et je pourrais dire, en termes d'ancrage, entre 250 000 et 400 000 à peu près, c'est l'ordre de grandeur de prix qu'on a en tête pour une machine. Mais en fait, en fonction du business model qu'on va choisir, moi, je suis encore beaucoup plus séduit. Alors, à voir comment est-ce que ça fonctionne avec nos potentiels utilisateurs, parce que c'est eux qui vont nous donner en fait le feedback concrètement si ça fonctionne ou pas, le pricing qu'on choisit. Mais en fait, moi, je crois pas mal à un modèle où la machine est distribuée pour 0 €. Et en fait, il y a plutôt un pricing basé sur l'usage, comme on voit sur les softwares d'AI qui sont utilisés en radiologie aujourd'hui, qui aident le radiologue à faire un diagnostic, font de la segmentation, enfin voilà, toutes les fonctionnalités qu'on voit en radiologie. C'est comme ça qu'ils price aujourd'hui. Ça fonctionne assez bien, ça rentre dans les mœurs. Et ce que j'aime bien avec ce business model, c'est que du coup, il y a vraiment, déjà, l'enjeu va être le scale. Nous, on est incentivé à déployer le plus de machines possible. Donc, on rentre vraiment sur la mission de la boîte qui est d'augmenter significativement l'accessibilité à l'IRM. Et deuxièmement, l'argument commercial, vous pouvez tout trouver puisque notre machine, c'est directement de la bottom line. Il n'y a aucun investissement upfront. Il n'y a pas de question d'infrastructure ou de pièces à dédier à cette machine. Voilà. Par contre, en interne, nous, ça va nous demander d'être capable de vraiment, vraiment maîtriser les coûts de fabrication et d'être capable aussi de déployer facilement cette machine. Donc, c'est encore plus challenging pour nous de le faire comme ça. Même d'un point de vue financier, ça va être aussi compliqué parce qu'on va avoir beaucoup, beaucoup de trésorerie à avancer. Mais je trouve ce modèle très, très élégant. En clair, vous voulez mettre des machines partout, gratuitement, Ouais. et vous payez sur les images qui vont être réalisées. Exactement. Oui, c'est plus que révolutionnaire. Pour le coup, là, on passe d'un extrême à l'autre quasiment. Ouais. Mais j'y crois pas mal. J'y crois pas mal au fait de complètement changer les choses pour que ça fonctionne. Alors, c'est pas un business model qui fonctionnerait en hôpital, typiquement, parce qu'un hôpital va pas vraiment avoir vocation à accepter ce genre de business model. Ils sont beaucoup plus acheteurs. Ils veulent own l'équipement qui génère de l'argent, c'est normal. Mais sur des plus petites structures, qui, je pense, vont être beaucoup plus sensibles à notre modalité d'imagerie. Voilà, moi je crois beaucoup au fait qu'on va pas être un replacement, c'est ce qu'on dit en général en interne, on dit on va pas remplacer le haut champ, on va remplacer le no champ. Donc aux endroits où il n'y a pas de champ magnétique, où il n'y a pas d'IRM du tout, viens mettre une machine. Dans les hôpitaux, il y a des machines IRM. Là où il n'y en a pas, c'est dans les centres de proximité, dans les plus petits centres d'imagerie, dans les maisons de santé, les EHPAD, enfin, on peut imaginer tous les endroits qui pourraient bénéficier d'avoir une modalité d'imagerie super proche du patient. La machine qui est sur votre site web, Ouais. Est-ce qu'elle existe ou est-ce que Ouais. c'est l'idée de ce que vous aimeriez Ouais. C'est une très bonne question. En fait, construire? ça, c'était un long sujet, c'est encore un sujet, enfin, jusqu'à il y a pas longtemps, c'était encore un sujet en interne. Parce qu'effectivement, en fait, comme le use case clinique avec lequel on va démarrer n'était pas défini, en fait, donc à très bas champ, on peut faire n'importe quel form factor. C'est-à-dire qu'on peut faire une machine très grosse, corps entier, comme on peut faire une petite machine dédiée aux extrémités ou à la tête, comme on peut faire une machine un peu plus grosse qui permettrait d'accommoder un patient entier pour faire du cœur, de l'imagerie mammaire. En fait, nous, on a la conviction qu'il faut qu'on démarre avec un use case. On ne peut pas faire une machine où on dit bah, c'est une machine IRM, faites ce que vous voulez avec. Ça ne va pas fonctionner, on ne va pas être performant partout. Ça ne sert à rien. Il vaut mieux commencer avec un use case très, 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 très défini, très fort, suffisamment large. Une machine spécifique pour un cas d'usage. Exactement. Ça, on y croit beaucoup. Ça ne veut pas dire que dans le futur, on ne fera pas des machines pour tout. Mais en tout cas, dans un premier temps, il vaut mieux être très fort sur un truc très large, enfin, je veux dire, qui engendre beaucoup de volume d'examen. Il y en a plein. Enfin, on n'a pas besoin de faire du corps entier pour taper dans des marchés de plusieurs milliards. Donc, on démarre avec une partie du corps, un contexte clinique. On fait une machine qui est ultra faite pour ça spécifiquement, qui répond à toutes les attentes des utilisateurs et des patients, et pour laquelle on maximise la qualité de l'image, parce que pareil, le fait de restreindre le contexte, ça nous donne un edge de plus pour être capable de faire des images vraiment de qualité, plutôt que d'essayer de faire un truc qui est très très généraliste.
Donc du coup, on va démarrer avec ça. Et comme c'était pas défini, il fallait bien quand même faire une représentation de ce à quoi ça pourrait ressembler. Donc Node Machine, c'est une version possible de ce qu'on pourrait faire si jamais on voulait faire une machine qui est dédiée à la tête. Le truc, c'est qu'on n'est pas sûr de démarrer avec la tête. Et en fait, là, on est en train de fixer le use case en ce moment. Et ça va vraisemblablement pas être la tête. Et en plus, la tête, ça dépend du contexte. Si on fait de la tête en diagnostic, on n'a pas les mêmes attentes que si on fait de la tête en chirurgie neuro, par exemple. Où là, on a besoin que ce soit beaucoup plus ouvert, puisqu'on va opérer en même temps qu'on veut faire l'imagerie du cerveau. Là où dans le diagnostic, on veut juste que le patient rentre sa tête, que ce soit le plus confiné possible sur la tête, pour qu'on puisse faire de l'image. Donc en fait, voilà, ça dépendait de plein de choses. Donc c'était une représentation possible, et ça va vraisemblablement pas être ça, en fait, la forme de notre machine. Et on va éclaircir tout ça d'ici la fin de l'année en termes de communication externe. Mais donc du coup, les premières demandes, donc les Q-Sub, les premières soumissions à la FDA, vont se faire assez rapidement, hein. Là, courant 2026, on va faire les premières. Et l'objectif, c'est d'avoir une validation de la FDA fin 2027, à peu près, c'est ce qu'on a en tête, pour être ready d'un point de vue commercial en 2028. Evan Kervella, merci beaucoup d'avoir été l'une de mes voix de la tech cette semaine. C'était passionnant. Et, avec plaisir. Je te souhaite beaucoup de succès avec Chipiron. On garde un œil sur ce que vous faites et on reprend des nouvelles très bientôt. Super, merci beaucoup Benjamin, c'était un plaisir. À bientôt dans les voix de la tech, Evan. Merci à Evan Kervella, CEO Chipiron, et à Aurélien Hérault, directeur de l'innovation chez Deezer, d'avoir été mes deux voix de la tech cette semaine. Les voix de la tech, c'est l'espace d'expression numéro 1 des grandes voix qui font la tech d'aujourd'hui. Avec du recul sur l'actualité, en un mot, c'est The Tech Podcast to Be. Un rappel, les 46 épisodes précédents vous attendent en version intégrale avec les interviews en totalité. C'est uniquement sur Apple Podcast et sur Spotify. Un podcast également disponible en version vidéo sur YouTube. Merci à chacune et chacun de vous pour votre fidélité aux Voix de la Tech. Elles seront de retour vendredi prochain. Nous serons le 27 juin 2025 et ce sera l'épisode 48. D'ici là, aidez-moi à faire connaître les Voix de la Tech. Vous le savez, likez, c'est pas mal, mais partager ou republier sur les réseaux, ça change tout. Et donc, à vous de jouer sur LinkedIn, sur Blue Sky, sur X, sur Facebook et sur Instagram. Et à vendredi prochain.